Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre série de podcasts Essentiels. Aujourd'hui, nous parlons aide aux femmes et aux enfants victimes de violences intrafamiliales, un phénomène qui s'est aggravé avec le confinement. J'ai le plaisir de donner la parole à Evelyne Galvan-Vinissal, fondatrice de l'association Pause au Philaos, une association située à Luzèche dans le Lot. Bonjour Evelyne. Bonjour Cédric. Evelyne, c'est quoi les Philaos? Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre association? Le nom choisi répond un petit peu à deux choses essentielles pour moi en tous les cas. Comme vous le disiez en introduction, je suis la fondatrice de l'association, mais j'ai beaucoup impliqué mon conjoint dans cette création et il est réunionnais. Donc le Philao, c'est un clin d'œil d'une part à Jo et à ses origines réunionnaises, mais c'est également un arbre qui, à la Réunion, en tous les cas, résiste parfois et souvent aux cyclones qui sont violents. Et je trouvais que c'était une belle image pour représenter les femmes victimes de violences qui résistent aussi aux cyclones, ces femmes que nous accompagnons au sein de l'association. Alors vous allez nous parler de cet accompagnement. Vous accompagnez ces femmes victimes de violences et leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui elles sont et à quelles violences elles sont confrontées? Ce sont toutes les femmes de tous les niveaux, de tous les milieux sociaux. Elles sont confrontées à des violences qui sont souvent des violences, on va dire, progressives, si je peux m'exprimer comme ça. Elles vont nous décrire très souvent du dénigrement, des interdits, de la jalousie excessive de la part d'un conjoint qui peut-être dans un premier temps, en ce qui concerne cette jalousie un peu excessive, va peut-être les flatter. Et donc elles vont pas se rendre compte immédiatement de quoi il s'agit. Et puis ensuite, petit à petit, on en vient à de l'humiliation, à des coups. On peut aller jusqu'au viol conjugal, évidemment. Et ça a toujours, cette relation de violence, elle est toujours, il faut bien le comprendre, elle est toujours progressive. Et au départ, évidemment, il s'agit d'une rencontre entre un homme et une femme et d'une histoire d'amour. Donc, c'est compliqué, hein. Il y a une alternance dans cette progression de violence, de phases que l'on appelle, nous, phases de lune de miel, c'est-à-dire, il va y avoir dans un premier temps du dénigrement, des interdits, puis une période d'accalmie où finalement la femme se dit bon ben oui, je l'ai peut-être un peu agacé, ou finalement il était peut-être énervé par son travail ou par un phénomène extérieur et il a raison, je me suis pas bien comportée. Donc petit à petit elle va rentrer dans ce doute-là et dans cette culpabilité, puisque au fil du temps et la violence va aller crescendo et au fil du temps, elle va perdre un peu tous ses repères. Mais chaque fois, il y a cette alternance de violence et de lune de miel. Et c'est cette phase qui est très déstabilisante parce que la femme, quand elle est dans cette période de violence, elle n'a qu'une envie, c'est que ça cesse. Elle a envie de fuir et de partir. Mais très rapidement après, il y a une alternance avec une phase de lune de miel où tout redevient comme avant, c'est-à-dire comme au début de la relation, comme cette relation amoureuse qu'elle a imaginée et qu'elle a vécue pendant quelque temps. C'est assez difficile de faire face à ça et petit à petit, elle s'enlise dans une vie qui est très compliquée et au fil du temps, la phase de lune de miel tend à disparaître. Et donc, c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement difficile puisqu'il n'y a plus que de la violence dans la relation. On comprend bien que cette violence, elle touche tous les milieux, qu'elle se développe Absolument. progressivement. Vous parlez d'enlisement. Et Oui. puis, il arrive un moment où certaines de ces femmes croisent la route de votre association. Et j'ai compris pendant notre briefing que votre association avait 3 manières d'agir finalement pour les aider. D'une part, l'hébergement
l'hébergement, d'autre part l'accompagnement individuel et aussi vous travaillez sur de l'animation du territoire. Vous avez mis en place beaucoup d'activités pour aider ces femmes finalement à retrouver une vie sociale plus normale. Il faut nous expliquer concrètement comment vous agissez pour les aider. Alors on est effectivement, sur, 3 étapes très particulières. On a axé notre travail sur l'urgence, d'une part, parce que, là, il faut intervenir rapidement. C'est-à-dire qu'on intervient sur de l'hébergement d'urgence via la plateforme 115, qui est un numéro, que peut composer, une femme victime de violence et que composent toutes les personnes qui sont en situation, d'errance et de non-logement. Mais particulièrement les femmes victimes de violences qui vont dire à cet écoutant du 115: «Je suis victime de violence et je ne veux pas rentrer à la maison ou je ne veux pas rester chez moi», et donc à partir de là, nous, on intervient et on a, une orientation via le 115 de la femme que nous allons, héberger. Donc avec un hébergement de courte durée, puisqu'on est vraiment dans ce que nous appelons l'urgence. Donc, là, on a, pour mission de protéger, de mettre à l'abri. Ça, c'est la réaction d'urgence. Donc très concrètement, aujourd'hui, vous avez 15 places d'hébergement Absolument. d'urgence. Le Oui, 115 détecte une femme qui a besoin qu'on la protège là, immédiatement. Il vous contacte et là, vous lui proposez un hébergement, d'1 mois qui est renouvelable 2 fois. c'est cela. Ça, c'est l'hébergement d'urgence et ensuite vous avez un hébergement sur une plus longue durée, c'est ça? Après, nous avons, voilà, la possibilité d'hébergement sur une plus longue durée. Une fois passé ce cap des 3 premiers mois, lorsque la femme reste 3 mois dans l'hébergement d'urgence, on peut l'orienter vers d'autres dispositifs qui s'appellent, logement, temporaires, hein, et qui vont permettre un hébergement un peu plus long, à savoir, 6 mois renouvelables une fois. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 an, et on a également, alors c'est une autre appellation, mais c'est, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est à peu près la même chose, c'est, de l'intermédiation locative où effectivement, en fait, c'est l'association qui est locataire de ces logements, et nous, on met des garde-fous. En fait, on y installe des femmes dans ces logements qui ont besoin encore d'un peu d'accompagnement, qui ont besoin qu'on les rassure, sur leur capacité à occuper, un logement et à s'approprier des lieux, et ensuite, petit à petit, on va aller vers de l'autonomie, et parfois, surtout dans le cadre de l'intermédiation locative, on va faire ce que nous appelons un bail glissant. Les femmes vont, récupérer le logement à leur nom et en devenir locataires en titre. Au-delà de cet hébergement, Evelyne, que ce soit d'urgence ou dans la durée, vous pratiquez également ce que vous appelez l'accueil de jour. Là, ce que je comprends, c'est que vous proposez un accompagnement individuel à ces femmes. Absolument. Alors l'accueil de jour, il a donc, 2, je dirais 2 portes d'entrée, hein. La première porte d'entrée, c'est, je dirais, une porte d'entrée, au de prévention, hein, on va appeler ça, un travail de prévention. C'est-à-dire que nous avons, des femmes qui nous contactent, alors, soit d'elles-mêmes, soit orientées par exemple des travailleurs sociaux qu'elles ont pu rencontrer pour, toute autre chose, et elles vont venir nous voir en nous nommant des violences, mais toujours avec beaucoup de pudeur et en nous disant: je crois que je suis peut-être victime de violence», et donc c'est assez surprenant, hein, parce qu'elles minimisent beaucoup et elles s'interrogent sur: «Qu'est-ce que je peux faire?» Voilà, ça c'est la porte d'entrée, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire? J'ai mon compagnon qui passe son temps à me crier dessus. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change?» Et petit à petit, on va rentrer dans une relation qui peut, durer parfois des mois, voire des années, mais en tous les cas, une relation d'information, une relation où on va poser des choses avec la femme et où on va l'aider à prendre des décisions par rapport à ses envies, à ce qu'elle vit aussi, hein, et lui faire prendre conscience souvent de la violence qu'elle subit, hein, parce qu'on a des femmes qui minimisent leur histoire en disant: «Oui, mais là, il m'a donné une gifle, mais c'était la première fois, c'est pas grave. Je pense qu'il recommencera pas», et puis quand on avance dans cet accompagnement-là, on s'aperçoit que, ben, si, il recommence. Donc, nous, notre travail là, c'est d'expliquer aux femmes de quoi elles peuvent se saisir. Leur expliquer ce qu'est un dépôt de plainte, par exemple,
exemple, leur expliquer comment il faut procéder pour aller déposer plainte, comment il faut se prémunir une fois que le dépôt de plainte est fait pour se protéger, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent activer comme dispositif existant, qui elles peuvent rencontrer et comment nous, on peut les accompagner. Donc on a parfois des femmes qu'on suit en accueil de jour et à un moment donné, elles vont passer dans un dispositif d'hébergement d'urgence parce que ça va être le moment et elles vont déposer plainte et on va enchaîner sur de l'hébergement parce qu'elles ne savent pas où aller finalement et qu'elles n'ont pas de ressources particulières, pas de famille, pas d'amis, pas de personnes susceptibles de les héberger et pas de moyens financiers pour aller directement vers un logement autonome. Donc voilà, ça c'est la première, je dirais, porte d'entrée de cet accueil de jour. Et effectivement, là, nous avons beaucoup d'entretiens individuels sur cette mission-là. Et donc, elles vont vers l'hébergement quand c'est nécessaire, Quand mais c'est nécessaire. Voilà, mais elles peuvent aller aussi vers tout un tas d'activités finalement, Absolument. et de relations sociales que vous-même vous animez à l'échelle de votre territoire. Vous m'avez parlé d'ateliers bien-être, de cafés associatifs, de cyber-relais, de jardins familiaux. C'est autant d'occasions de se ressourcer et de faire du lien social, n'est-ce pas? C'est ça, parce que la problématique des femmes victimes de violences, c'est un trait commun à toutes les femmes que nous accompagnons, c'est l'isolement. Ça fait partie, hein, du schéma de la violence. Elles sont isolées, hein, lorsqu'elles sont sous emprise d'un conjoint violent, l'isolement va de pair et donc on essaie de leur redonner un petit peu goût, d'une part à participer à des activités qui sont, pour certaines collectives, pour d'autres, ça reste des activités individuelles et on leur redonne aussi une image positive d'elles-mêmes. Parce que lorsque vous êtes coupé de votre environnement personnel et que vous êtes simplement en tête-à-tête avec un auteur de violence qui vous a isolé, qui passe son temps à vous dénigrer, et bien évidemment, ça a une répercussion importante sur l'estime de soi. Et on a souvent, pour pas dire à chaque fois, des femmes qui ont une perte d'estime d'elles-mêmes et on a besoin de reconstruire cette image positive à travers nous des activités alors diverses dont elles peuvent se saisir. Elles n'ont pas obligation de se saisir de l'ensemble des activités, mais elles peuvent se saisir de certaines d'entre elles. Donc à travers ces activités-là, elles retrouvent, je dirais, à la fois le plaisir finalement de faire des choses, mais aussi le plaisir d'être avec d'autres et elles retrouvent un peu du coup goût à des activités, goût à la vie tout simplement. Ce sujet des violences faites aux femmes, il est revenu dans le débat public ces derniers mois avec le confinement, puisque visiblement cette situation a conduit à une hausse des violences faites aux femmes. Vous avez accompagné 30 femmes en hébergement d'urgence en 2020, 120 femmes en accueil de jour. C'est quoi vos moyens, c'est quoi votre organisation pour leur apporter le soutien dont elles ont besoin? Alors, ce sont d'abord des moyens financiers qui nous sont, puisque nous sommes une association reconnue d'intérêt général, nous avons des partenaires et des financeurs qui sont l'État, le département, la caisse d'allocation familiale, nos financeurs principaux. Hein, et nous avons donc un budget annuel de fonctionnement aux alentours de 300-320 000 euros. Nous avons des bénévoles qui interviennent dans l'association. Et puis nous sommes 9 salariés au sein de l'association, donc 9 salariés, ce qui équivaut en équivalent temps plein à 8,5 ETP. Hein. On est quasiment tous en temps plein, sauf une personne qui est sur un mi-temps. Donc voilà, les salariés sont tous des travailleurs sociaux, sauf la personne qui est à mi-temps qui s'occupe de tout ce qui est entretien des logements, entretien qui fait des petites réparations, qui s'occupe des aménagements, des déménagements, etc. Et l'an dernier, vous avez reçu un soutien financier de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Il vous arrive comme ça d'avoir des subventions d'entreprise. Oui. Qu'est-ce que vous
permis concrètement ce soutien? Alors, le soutien de la caisse d'épargne, et j'en profite pour, remercier, la caisse d'épargne de ce soutien fort. Nous avons besoin de ces soutiens, je dirais, qui sont, qui arrivent du monde de l'entreprise ou des dons, hein, de personnes qui font des dons, à l'association. Ce soutien, en l'occurrence de la caisse d'épargne, nous a permis de, faire quelque chose de très précis puisque lors du 1er confinement, nous avons, puisque nous étions précédemment, avant le premier confinement, nous n'avions que 8 places d'hébergement d'urgence et pendant le premier confinement, dès le mois d'avril, l'État nous a demandé d'ouvrir en urgence, 7 places supplémentaires. Donc on a quasiment, doublé notre capacité d'hébergement d'urgence et pour cela, on a, donc dû trouver, où loger, ces personnes et ce qui a été fait et nous avons, investi une, grande maison, bourgeoise, mais, à étage et le premier étage de la maison avait de grandes fenêtres, non sécurisées. Évidemment, il était essentiel de sécuriser ces fenêtres parce qu'effectivement, les fenêtres pouvaient être ouvertes par des enfants, qui auraient pu, tomber, hein, tout simplement. Donc on a sécurisé toutes les fenêtres de manière à ce que les fenêtres puissent être ouvertes, mais qu'elles soient sécurisées par un système, très performant. Alors moi, je vais vous dire, le mot, mais qui est peut-être pas le mot approprié, avec un plexiglas, en fait, qui ne cache pas la lumière du jour et Mmh. qui permet, d'ouvrir la fenêtre sans que l'enfant puisse, se précipiter dans le vide, tout simplement s'il se penche. Donc Ces femmes que vous accompagnez, Evelyne, est-ce que vous savez ce qu'elles deviennent? Est-ce que vous les suivez par la suite? Elles reviennent vous voir, alors Comment vous évaluez finalement la portée de votre action? Alors, notre action, et c'est là que moi je me dis, Pause au Filao a vraiment du sens pour ces femmes-là. On a effectivement, comme vous le comprenez, c'est une petite structure, hein, Pause au Filao, 15 places d'hébergement d'urgence, c'est pas grand-chose. Mais, n'empêche qu'on a un lien fort avec les femmes que nous accompagnons au fil du temps. C'est-à-dire que Pause au Filao existe depuis 2012, donc 9 ans, un peu plus de 9 ans, aujourd'hui et cette, association, j'ai envie de dire, nous sommes en lien quasiment avec toutes les femmes que nous avons accompagnées depuis la création de Pause au Filao. Il y a très, très peu de femmes qui perdent contact avec, notre association parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que beaucoup, beaucoup de femmes que nous accueillons, alors même que certaines ne sont pas originaires du département, beaucoup de femmes après, avoir passé quelques mois au sein de l'association, ont le désir de s'installer durablement sur la commune. Donc on va les aider à chercher un logement autonome, jusqu'à, chercher un emploi, jusqu'à trouver un mode de garde pour les enfants quand ils sont petits. Donc on est très présent, y compris après le travail qui devrait, et qui est, censé être le nôtre. C'est-à-dire que nous, on ne coupe pas le lien, on continue à être présent et elle continue du coup à fréquenter l'association et notamment à travers les missions de l'accueil de jour. C'est-à-dire qu'elle continue à participer à des groupes de parole, elle continue, à venir, voilà, hein, pour un atelier, avec les enfants, pour, une activité, puisqu'on fait, des activités autour du sport également dont, je ne vous ai pas parlé précédemment. Mais on a beaucoup, beaucoup d'activités et donc on les invite régulièrement quand on sait qu'elles sont encore sur le département. On leur signale toutes les activités que nous faisons et elles s'y inscrivent et du coup, elles continuent à garder le lien et nous avons, à la demande du conseil départemental, ça c'est très récent parce que c'est quelque chose qui émerge, on m'a demandé de travailler sur un projet de pérédance. C'est-à-dire que des femmes anciennement accompagnées par, Pause au Filao, s'inscrivent dans de l'accompagnement de femmes
victimes de violences sous la responsabilité de Pause au Filao. On met en lien d'anciennes hébergées, d'anciennes femmes ayant vécu de la violence conjugale et intrafamiliale avec des femmes qui sont nouvellement arrivées dans la structure. Et c'est assez fantastique parce que c'est moteur. Ça permet à des femmes qui arrivent et qui sont dans des situations d'extrême isolement, de fragilité, qui sont morcelées, qui sont en grande difficulté, la père aidante, qui est une ancienne victime, va se montrer un peu en exemple et dire moi aussi j'ai été dans ta situation, moi aussi j'ai été accompagnée par Pause au Filao et aujourd'hui voilà où j'en suis. Et ça, c'est très très fort pour des femmes parce que nous on est professionnels, on aide, on accompagne, mais n'empêche qu'on n'a jamais vécu ce qu'elles ont vécu concrètement. Et cette paire aidante, c'est assez intéressant. Voilà, ça se met en place là. C'est toute la valeur ajoutée, je dirais, et quelque part la pertinence d'une action aussi locale que la vôtre, à échelle humaine, on pourrait dire, que de garder comme ça cette relation dans la durée. Evelyne, on sent toute la motivation et l'engagement qui est le vôtre à travers ce récit. Est-ce que vous pourrez nous dire un mot pour conclure cet entretien de votre parcours, de ce qui vous a amené finalement à vous engager dans ce projet? J'ai cru comprendre, dans notre discussion préalable que vous avez été un peu seule au début, que peut-être peu d'institutions semblaient vouloir s'engager au départ du projet et qu'aujourd'hui vous avez fait votre place véritablement. Oui, c'est vrai que Pause au Filao, je vais dire, c'est une association atypique. C'est une association qui n'a voulu répondre à une commande institutionnelle quelle qu'elle soit. C'est une association qui a été créée en 2012, en janvier 2012, à mon initiative, mais surtout en réponse à des demandes faites par des femmes que j'accompagnais déjà à l'époque et qui étaient en difficulté, qui ne trouvaient pas de réponse adaptée à leurs difficultés. Et donc, c'est comme ça qu'est née Pause au Filao. Moi, je suis assistante sociale de formation initiale. J'ai toujours travaillé en milieu associatif avec des publics en difficulté et j'ai rencontré les premières femmes victimes de violences lorsque j'ai intégré le CIDF du Lot, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, dans lequel j'ai travaillé 10 ans et j'ai intégré le CIDF en 1999, donc c'était il y a longtemps déjà et ça a été ma première rencontre avec des femmes victimes de violences et de suite j'ai senti qu'il y avait des demandes qui émanaient de ces femmes-là. Enfin, il n'y avait pas de réponse adaptée sur le département pour ces femmes. Et donc, petit à petit, j'ai construit le projet Pause au Filao en réponse à ce que demandaient ces femmes. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Voilà, moi, j'ai beaucoup réfléchi avant que l'association n'ouvre effectivement. Il s'est passé 10 ans. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup de propositions. J'avais énormément d'idées parce que je voulais ouvrir, par exemple, un lieu de vie initialement où je me disais, il faut créer un lieu de vie parce que c'est une petite structure, parce que les femmes me disaient qu'elles avaient besoin de se sentir protégées en permanence et pas simplement hébergées dans une structure de qualité, peu importe, mais en tous les cas avec des temps où elles se sentaient isolées parce que les travailleurs sociaux ne travaillaient pas le week-end, ou les travailleurs sociaux n'étaient pas présents les jours fériés et ou le soir tard, et que dans ces moments-là, elles se sentaient cet isolement très très prenant et difficile, et que parfois les retours au domicile conjugal se faisaient dans ces périodes-là. Merci beaucoup Evelyne, le moment de conclure est arrivé. Oui. Je précise à nos auditeurs qui auraient pu s'étonner d'entendre quelques bruits de fond que vous êtes dans les locaux même de l'association, Absolument. que c'est jour d'aide alimentaire, c'est ça aujourd'hui? Exactement. Voilà, et donc on a entendu notamment des enfants, c'est bien normal. Merci infiniment Evelyne d'avoir accepté de témoigner, merci pour votre engagement. Merci beaucoup à vous Cédric, merci. Et merci à la Caisse d'épargne encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Pause au Filao, rendez-vous sur leur page Facebook ou bien sur le site internet Hello Asso.
Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.